des crises. D'où est-ce que ça part pour qu'on arrive avec en Afrique? Je pense que pour faire l'automatogène de la genèse des crises que nous voyons aujourd'hui en Afrique, il faut partir, n'est-ce pas, de très loin, mais fondamentalement à la période que je situerais coloniale, fondamentalement. Parce qu'il faut dire que l'Afrique en tant qu'empire, l'Afrique en tant que continent, n'est-ce pas, souverain, c'est-à-dire cette Afrique qui n'avait pas encore rencontré, n'est-ce pas, l'Occident et d'autres puissances sur le plan international, vivait en paix, d'accord? Même si le phénomène de sécurité n'est pas un phénomène qui peut être à 100% dans un lieu comme dans un biotope, il faut dire que à cette époque, le degré, n'est-ce pas, d'insécurité n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord? La nature de l'insécurité à cette époque où l'Afrique était encore, entre guillemets, vierge, n'était pas à la hauteur de ce que nous vivons aujourd'hui. Le problème a commencé lorsque l'Afrique a fait sa rencontre avec les pays occidentaux. Il y a donc eu ce que le politologue américain Huntington appelle choc de civilisation. Ce choc de civilisation a entraîné aussi ce que j'appelle aussi choc des intérêts. Parce qu'en réalité, la rencontre de ces deux entités était une rencontre parsemée par des intérêts totalement dichotomiques. Alors que l'Afrique était dans une logique de solidarité, d'amour, d'ouverture, parce que faisant partie, n'est-ce pas, de ces valeurs fondamentales, originelles et même originales, les autres venaient avec des intentions belliqueuses, venaient avec des arrière-pensées, venaient avec des intentions de paternalisation du continent africain, d'exploitation et même de déstabilisation. C'est de ça qu'il est question. Et on voit que dans cette logique, les Occidentaux, ces pays européens, n'ont pas privilégié la méthode même de la coopération. Parce que vous pouvez avoir des intérêts, vous pouvez avoir des ambitions dans une localité, mais la méthode voudrait que vous utilisez une méthode aussi de coopération. Une méthode qui amène le partenaire à comprendre que vous êtes dans une logique d'échange, de gagnant, de gagnant-gagnant. Ces pays occidentaux sont donc venus avec la méthodologie de condescendance, la méthodologie d'imposition, la méthodologie de paternalisme, la méthodologie de domination. La conséquence, c'est laquelle? C'est l'esclavage, processus d'esclavage, c'est la colonisation, c'est la néocolonisation, c'est l'impérialisme. Et lorsque vous mettez sur la table tous ces éléments négativement fertiles qui ont décimé l'Afrique, cela n'avait qu'un seul objectif, avoir, n'est-ce pas, les matières premières et les ressources naturelles africaines de manière presque gratuite. C'est ça le problème. Et il faut donc dire que la cause épicentrique de l'insécurité, puisque c'est ça la nature de votre question, part donc de là. Ça part de là. Parce que les puissances occidentales ont compris que pour exploiter les matières premières et les ressources naturelles africaines aussi facilement et gratuitement, mais il faut créer du chaos. Il faut créer des guerres. Il faut créer des conflits. Il faut affronter les Africains. Il faut les diviser. Il faut transformer leur cerveau. Parce que c'est aussi de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, la cause part de là. Et puisque cette cause part de là, c'est la continuité que nous vivons aujourd'hui. Lorsque vous voyez les rapports interétatiques entre le continent africain et les pays occidentaux, mais c'est toujours basé, n'est-ce pas, sur cette nature-là. Il se trouve donc qu'aujourd'hui, les Africains, certains Africains ayant davantage pris conscience dans cette crise de conscience, sont en train de se mobiliser pour essayer de sortir de ce carcan qui leur a été imposé.
Parce que le terrorisme, c'est l'imposition. C'est le constructivisme des puissances occidentales. Ce n'est pas quelque chose de naturel qu'on peut dire que on peut combattre définitivement. Donc voilà la situation aujourd'hui. Donc la cause de l'insécurité, puisque elle part de la colonisation, puisqu'elle est essentiellement industrielle, comme disait, n'est-ce pas, un explorateur. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les puissances occidentales sont déterminées à ne pas lâcher l'Afrique. Donc, il se pose donc un chemin de guerre. Un chemin, n'est-ce pas, basé sur la théorie, n'est-ce pas, du maître et de l'esclave. Le maître ne veut pas laisser l'esclave. Et l'esclave, donc, travaille pour s'affranchir de la domination du maître. C'est le chemin que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Donc maintenant, ce qui donne l'impression que les Africains semblent être dépassés ou incapables, et moi je ne parlerai pas d'incapacité parce que la question de capacité en réalité, lorsque vous voyez la configuration de l'Afrique, lorsque vous voyez les moyens humains, les ressources humaines que regorge l'Afrique, lorsque vous voyez les ressources naturelles, économiques que regorge l'Afrique, du point de vue de capacité, l'Afrique peut avoir cette capacité de construire sa défense, de construire sa sécurité. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de manque de prise de conscience globale. C'est ça le problème. C'est manque de prise de conscience globale, manque, n'est-ce pas, d'unité dans la diversité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Au moment où certains Africains, ou du moins certains pays africains, semblent comprendre l'enjeu que je viens d'expliquer et d'analyser, il y a d'autres qui pensent que l'Afrique n'est pas encore assez mûre. L'Afrique est à l'aise en restant sous cette domination occidentale. C'est de ça qu'il est question. Généralement, c'est la théorie des deux blocs que j'ai souvent l'habitude de convoquer. C'est-à-dire le bloc des consolidologistes et le bloc des transitologistes. Ce sont ces deux blocs qui s'affrontent aujourd'hui en Afrique. Au moment où les transitologistes travaillent pour que l'Afrique se libère, l'Afrique sorte, n'est-ce pas, de ce carcan de domination occidentale qui cause l'insécurité et le terrorisme, certains d'autres Africains pensent qu'il est important de consolider ce système colonial de domination, de paternalisation et d'exploitation de l'Afrique parce que c'est bien pour l'Afrique. C'est ça le drame de l'Afrique. Et c'est ça qui donne donc l'impression aujourd'hui que l'Afrique peut être incapable. L'Afrique est incapable, n'est-ce pas, de se sécuriser par elle-même. Ce que je vous dis est davantage vrai parce que lorsque vous voyez l'actualité sur le terrain, lorsque vous voyez les faits sur le terrain, ça me donne davantage raison. Regardons par exemple quelques crises et analysons le comportement des États africains. Prenons par exemple la crise, n'est-ce pas, rwando-congolaise par exemple, la RDC contre le Rwanda. Il y a des initiatives africaines qui naissent. On voit comment les organisations d'intégration sous-régionale telles que la CEAC, par exemple, travaillent pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter une esquisse de réponse à cette logique d'insécurité. On a choisi le président, par exemple, angolais, comme médiateur, qui pouvait essayer d'apporter, n'est-ce pas, ses bons offices pour essayer de mettre sur la table les deux belligérants. Question de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour construire la paix. Et l'Angola, vous savez que l'Angola, du point de vue, n'est-ce pas, de souveraineté, du point de vue de cette bataille de souveraineté, en Afrique centrale, reste l'un, n'est-ce pas, des rares pays qui semble assumer cette souveraineté-là. D'accord? Donc, l'Angola n'avait pas été choisi au hasard. Sauf que, en donnant cette responsabilité à l'Angola, ou du moins en prenant cette responsabilité par l'Angola, l'Angola s'est vu confronté à ces comportements, n'est-ce pas, extravagants des Africains que je viens de vous expliquer là tout à l'heure. Au moment où le président angolais, n'est-ce pas, entend réunir ces deux belligérants sur la table, les deux belligérants préfèrent, n'est-ce pas, obéir à d'autres maîtres. C'est ça qui fait problème.
Et c'est ça qui a mené le président angolais à claquer cette logique de médiation. Donc, c'est ce genre de comportement qu'il faut aujourd'hui bannir. On peut multiplier des comportements, toujours en restant sur cette crise-là. Le comportement de ces deux présidents, par exemple. Fondamentalement, le comportement du président Tshisekedi, par exemple. Lorsque vous voyez le président Tshisekedi, son comportement donne l'impression qu'il est un président à la solde, n'est-ce pas, des autres grands présidents. Il donne l'impression qu'il est une télécommande à la main des autres puissances. Parce que son comportement laisse croire que la RDC est une néocolonie. Parce que quand vous voyez les tractations de Tshisekedi face à cette crise congolaise, il n'a pas, n'est-ce pas, les rouages. Il ne rassure pas. Il ne s'attaque pas au problème. Il fait ce que nous appelons des gesticulations sur le plan international. Au lieu de s'attaquer au problème, il retourne toujours vers ces puissances qui sont malheureusement les causes du problème de la RDC. Alors que, en tant que président souverain, en tant que Léviathan, en tant que président qui veut montrer que la RDC est un pays qui peut s'assumer, il est libre de chercher des partenaires en dehors de ces puissances occidentales, ou du moins à diversifier son partenariat s'il veut maintenir, n'est-ce pas, ses anciens partenaires, par exemple. C'est ça qui fait problème. Mais Tshisekedi n'a jamais privilégié un tel scénario. Or, c'est le scénario le plus important qui consiste à créer la défense de la RDC d'abord par elle-même et tout par de l'injonction politique au niveau interne de la RDC. Et personne n'est mieux placé pour créer cette injonction autre que le président de la République. Même chose avec son vis-à-vis rwandais. On voit que son vis-à-vis rwandais, c'est un élément, n'est-ce pas, de la CIA. En Afrique, c'est des personnes qui sont arrivées à la tête de ces États-là par le fait de ces puissances occidentales et qui entendent donc rester dans cette dynamique de dépendance. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Donc, lorsque je parlais de ce manque de prise de conscience globale, c'est de ça qu'il est question. En Afrique, encore aujourd'hui, malheureusement, nous avons un grand nombre de pays, pour ne pas dire d'Africains, qui continue de penser que le processus de terrorisme ou le phénomène du terrorisme auquel l'Afrique est confrontée est quelque chose qui sera combattu par les Blancs, qui sera combattu avec les Blancs, que la solution viendra des Blancs. Malheureusement, il y a une grande partie qui pense comme ça encore en Afrique. Lorsque vous faites la comparaison avec ceux qui pensent qu'un tel scénario doit s'arrêter, on voit que la balance est encore condescendante. La balance n'est pas équilibrée. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de créer un rapport de force. C'est de travailler pour que ceux qui pensent que l'Afrique peut se prendre en main, ceux qui pensent que l'Afrique peut travailler pour acquérir et construire ce que j'appelle son indice de puissance, soient plus nombreux que ceux qui pensent que l'Afrique doit continuer à se livrer comme entité instrumentale au jeu de la manipulation occidentale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, pour sortir, pour ce premier jet, je vais tout simplement dire que la cause du terrorisme et de l'insécurité que nous vivons aujourd'hui en Afrique est une cause coloniale essentiellement, est une cause, n'est-ce pas, d'impérialisme. Ces puissances occidentales, voyant en Afrique des richesses, des positions géographiques, stratégiques qui leur permettent de mieux se déployer dans le globe, ne veulent pas laisser l'Afrique, veulent maintenir l'Afrique toujours dans le chaos pour que leur jeu prospère sur le plan international. Donc voilà la cause et les conséquences, comme je l'ai déblayé, vous le connaissez tous. Ce que les Africains doivent faire, c'est de se mobiliser, c'est de prendre conscience que notre ennemi, c'est l'Occident, que ces Occidentaux ne sont pas en Afrique parce qu'ils nous aiment. D'ailleurs, les États de l'AES l'ont déjà magistralement démontré sur le terrain et que c'est à nous que reviendra la dernière solution du continent africain, c'est-à-dire dire non à la politique coloniale, dire oui à notre souveraineté et poser des politiques qui vont nous amener à devenir autonomes tant sur le plan défensif
que sur le plan économique et même politique. C'est ça le travail que tout Africain, que tout État africain se doit de faire aujourd'hui. Le problème de la souveraineté. On ne peut rien faire si on n'est pas souverain. On ne peut rien faire si on n'est pas indépendant. Et malheureusement, beaucoup d'États africains aujourd'hui, bien que se déclarant dépendants sur les papiers, sont encore des néocolonies qui sont gouvernées par des politiques totalement occidentales. Donc c'est à nous de renverser le paradigme, c'est à nous d'orienter, n'est-ce pas, nos actions, c'est à nous de reconfigurer les rapports de force pour que à terme, cette Afrique qui reste une opportunité, qui reste, n'est-ce pas, un élément incontournable dans la construction de la géopolitique globale, puisse peser véritablement par le poids des Africains pour les intérêts du continent africain. Si cela n'est pas fait, on va toujours dire que le continent africain, c'est le continent de l'avenir et que les autres viendront toujours et chaque fois se flouer de nous à cause pour leurs intérêts et pour leurs agendas politiques. Donc, prise de conscience globale, mobilisation tous azimuts des Africains dans leur ensemble pour que ceux qui pensent que l'Afrique doit devenir souveraine soient majoritaires, soient plus nombreux que ceux qui pensent que l'Afrique est encore un élève qui doit rester sous la domination occidentale.